Nous sommes au royaume du Mont-Blanc, à Chamonix, capitale mondiale du ski et de l'alpinisme, au pied des 4810 mètres du toit de l'Europe. Aucune vallée habitée dans le monde ne bénéficie d'un tel environnement. 10 000 habitants, 60 000 lits, l'école nationale du ski et de l'alpinisme est le premier centre de secours européen. Chamonix est une ville avant d'être une station. En haute saison, la population atteint jusqu'à 100 000 personnes attirées par la majesté d'un site. Blotti à 1000 mètres d'altitude au pied du massif le plus célèbre des Alpes sur 20 km à la confluence des frontières suisses, françaises et italiennes, la vallée de Chamonix jouit d'une réputation internationale. Chamonix offre une gamme complète d'hôtels, d'appartements en résidence locative et de gîtes d'étape. Ici, le ski n'a pas d'équivalent, les descentes sont longues, le paysage omniprésent. Les activités hivernales y sont possibles et cela dès le plus jeune âge, en luge ou à ski sur les pistes du Savoie où nous retrouvons Lorraine, guide du patrimoine. Bonjour, bienvenue dans la vallée de Chamonix. Si cette vallée magnifique est célèbre pour ses glaciers, ses montagnes et ses hauts sommets, elle n'en demeure pas moins un terrain de jeu ludique, même pour les enfants, pour toute la famille. Nous sommes ici face au Mont Blanc, sur le clos du Savoie, en fond de vallée. C'est une des pistes débutantes où les enfants, avec les moniteurs de ski, prennent leurs premières leçons. Quand on pense à la vallée de Chamonix, on pense surtout à Chamonix, la ville, avec ses 10 000 habitants. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a de nombreux hameaux, de nombreux villages, avec chacun leur authenticité et leur spécificité, comme le village du Tour, le village d'Argentière. Ce sont tous ces villages qui forment la diversité de la vallée de Chamonix. Et chaque village est surplombé par un glacier qui porte son nom, comme le glacier du Tour, d'Argentière, le glacier de Tacona, le glacier des Bossons. Je vous invite à une visite de la ville et à la découverte de son histoire. Nous nous trouvons au cœur de Chamonix, de la ville de Chamonix-Mont-Blanc. Et derrière moi se trouve la statue de Jacques Balmat et de Horace Bénédicte de Saussure, qui sont les deux membres fondateurs, on va dire, du mythe chamonniard, avec la première conquête, la première ascension du Mont Blanc en 1786. Les premiers touristes sont arrivés à Chamonix en 1741 avec deux Anglais. Et quand on regarde Chamonix autour de nous, on se rend compte que finalement c'est le tourisme qui a apporté cette architecture hétéroclite. C'est le mélange des genres, Chamonix. En 1901, l'arrivée du train dans la vallée met un terme à l'activité des diligences, le développement touristique décolle. La vallée accueille les premiers Jeux olympiques d'hiver en 1924. Les compétitions se succèdent au cours du XXe siècle et grâce à Lucienne Smith-Coutet, James Coutet, Charles Boson, champion du monde de slalom en 1962, Chamonix est consacrée station hivernale. Les hôtels se structurent et associés à l'habitat traditionnel, ils offrent à Chamonix son cachet original. Aujourd'hui, cette vallée est devenue la capitale du ski et de l'alpinisme hivernal. On pratique ici une glisse en toute liberté et Karine Ruby, championne olympique de snowboard, montre que les sportifs chamonniards savent trouver leur chemin. Et maintenant, je vous invite à rejoindre François au sommet du Brévent pour vous aussi découvrir la vallée sous son aspect le plus enneigé et profiter aussi des plaisirs associés à la glisse. À son époque, la construction du téléphérique qui donne accès au domaine du Brévent fut un véritable défi à la nature. Aujourd'hui modernisé, il permet d'atteindre l'altitude de 2475 mètres. Chamonix, la magie de Chamonix pour le ski, c'est cette possibilité de se retrouver propulsé en altitude immédiatement. À portée de benne, vous passez d'un fond de vallée à la haute montagne. C'est extraordinaire. Ah, magnifique. Ça, c'est bon.
Ici, ce qui est magnifique, c'est la situation balconique face au Mont Blanc et à l'aiguille du Midi. Il y a ces différentes aiguilles. On va pouvoir descendre en ski, passant par derrière. On va se retrouver jusqu'à Plan-Prat, à 2000 mètres. Aujourd'hui, c'est une neige excellente. C'est une neige dure et froide, mais pas gelée. C'est une neige à rester sur la piste. François, comme d'autres skieurs, a entamé la fameuse piste noire Charles Boson, parfaitement damée, qui se développe sur plus de 600 mètres de dénivellation, le summum du Brévent. Le ski dans la vallée de Chamonix exige une sécurité renforcée et une vigilance de tous les instants pour les pisteurs et les autorités communales. Ces questions de sécurité sont la préoccupation principale de Jean-Louis Verdier, guide moniteur et adjoint à la sécurité montagne de la mairie de Chamonix. Chamonix est un site difficile, très compliqué à comprendre. Les chutes de neige sont souvent énormes, donc il faut prendre des précautions, s'informer avant de partir n'importe où. Là, vous avez un exemple concret derrière moi, puisque vous avez un panneau qui indique qu'à partir de cette corde, on va sur un domaine hors piste. Donc, on prévient les personnes qui souhaitent aller dans ce domaine-là, qu'il y a des risques. Ce panneau est mis en 3 langues pour permettre à tous les étrangers de bien comprendre qu'il y a danger après la corde. La diversité, on la trouve déjà à partir du Brévent, la piste sur laquelle nous sommes aujourd'hui, où on peut faire un ski facile, un ski de débutant, et puis on trouve des pentes très très raides, à partir de laquelle on peut faire du ski freeride, du ski hors piste. Quand on remonte dans la vallée, il y a la Flégère qui est un domaine extraordinaire puisqu'on a une vue exceptionnelle sur le massif du Mont Blanc. Et là, on a un ski, du ski moyen, un ski facile. Quand on va sur le haut de la vallée, on trouve les Grands Montets. Et là, les Grands Montets, c'est un domaine fabuleux. Ça s'adresse quand même à des skieurs chevronnés, voire très très bons skieurs. Dans la vallée, plusieurs couloirs d'avalanche sont recensés et la majesté des lieux n'a d'égal que les dangers qui peuvent en découler. Pour que sur les pistes, le ski reste un plaisir, un énorme travail de sécurisation est réalisé et le hors-piste, qui fait la renommée de Chamonix, reste sous la responsabilité de chacun. Ici, la particularité du ski réside dans les différents domaines skiables reliés par des bus ou le train. Un vaste espace sur lequel on peut évoluer au moyen d'un forfait unique. Le domaine du Brévent est relié à celui de la Flégère. Il conjugue altitude, qualité de neige et ensoleillement. Les pistes du village du Tour permettent de rejoindre le hameau de Valorcine. Ces domaines sont accessibles à tous. Mais sur certains domaines, gare aux couloirs abrupts et aux crevasses. À Chamonix, 150 guides et 250 moniteurs de ski sont disponibles pour vous encadrer en observant toutes les règles de sécurité. La dimension alpine de ces espaces haute montagne fait que bon nombre des moniteurs de ski de Chamonix ont également la qualification de guide de haute montagne. Nous retrouvons maintenant François qui achève sa descente de la piste Charles Boson au Brévent. Pour lui maintenant, direction les airs. Pat, toi ici. Allez, t'es prêt? Ça va faire? Je vous présente Patrick Petrini, animateur du CEP Mont Blanc, avec qui je vais descendre tout à l'heure en parapente. Là, je viens de faire une descente extraordinaire. Je vais enchaîner avec un vol en biplace. C'est ce qui s'appelle être au bon moment, au bon endroit. Il y a 2 choses importantes. C'est que, 1, ce soit solide. Une comme ça tient 230 kg. Parce que ça, c'est aussi pour le moral du passager qu'on le dit. Et puis la deuxième raison, c'est que les suspentes, elles tiennent la voile sur sa forme. Donc on démêle très précautionneusement, en manière de ne pas avoir de nœud.
Voilà. On remet un casque pour deux raisons. C'est que, un, c'est obligatoire en Haute-Savoie, puisqu'il y a un arrêté préfectoral. Et deux, c'est l'inverse de la ceinture de sécurité. Il vaut mieux un grand bruit qu'un petit choc. Le vol, avant tout, c'est de la glisse. Et dans la vallée de Chamonix, c'est l'égal du paysage que vous avez pu voir toute la journée, qu'on fréquente un peu avec plus d'altitude. On pratique ça sur d'autres sites que Plan-Pras, du style l'Aiguille du Midi, le Mont Blanc pour les sportifs, ou le TACU, et puis des vols aussi touristiques du style la Vallée Blanche ou le vol des Grands Montets, qui sont des vols fabuleux dans la vallée, qu'on peut pratiquer l'hiver et l'été. Dans l'axe. Là. Alors, à 3, tu y vas. 1, 2, 3. Le moment du décollage, c'est vraiment un oiseau. On ne saute pas dans la pente, on va glisser, c'est la voile qui vole. Le moment du décollage, je crois que c'est vraiment le moment le plus fabuleux. On est arraché du sol, on ne va pas sauter dans un trou. Après, le vol, c'est un court instant de vie, mais c'est une vie en concentré. C'est la même chose. À la pointe des sports de montagne, Chamonix est également un des royaumes du parapente. Si à l'origine, bon nombre d'alpinistes ont utilisé ce moyen afin de regagner la vallée au plus vite, cette activité est aujourd'hui une discipline sportive à part entière. C'était extra. Merci le CEP. Merci Patrick. Avec plaisir. Toi et Manu, top. Merci. C'était magique. C'était génial. L'enchaînement ski, parapente, c'est absolument fabuleux. Qu'est-ce que tu fais là, Marc? Salut Patrick. Bah bien, et toi? Tu pars en balade? Ouais. 1000 mètres plus bas, sur l'aire d'atterrissage, Patrick Petrini retrouve son ami Marc Ladaré. Il y a encore beaucoup de crevasses, c'est pas tellement bouché. J'ai tout le matos dans le Sac sac, au dos hein. et muni de ses skis, Marc veut profiter de cette journée splendide pour entreprendre la mythique descente de la Vallée Blanche, parcourue chaque année par 80 000 skieurs du monde entier. Accessible depuis le centre de Chamonix, le téléphérique de l'Aiguille du Midi propulse les skieurs et les touristes à 3842 mètres d'altitude. À la gare de départ, Marc et ses amis ont rendez-vous avec leur guide, Olivier Grébert. Alors, dis-moi un petit peu comment sont les conditions. Là, on va commencer par emprunter donc, le téléphérique de l'Aiguille du Midi sur deux tronçons. On part de la gare ici, arriver jusqu'au plan de l'Aiguille. Plan de l'Aiguille, on va monter jusqu'au sommet. Et au sommet, on ira faire un tour sur la terrasse panoramique. C'est plutôt sympa. On a en plus une journée fabuleuse aujourd'hui. Allez, en route. Et hop. Né de l'imagination d'un ingénieur italien, c'est en 1955 que la construction du téléphérique de l'Aiguille du Midi est achevée. Le chantier de la plus haute et de la plus célèbre remontée mécanique du monde fut une véritable épopée. L'ascension du câble du deuxième tronçon en 1950 fut mémorable. 5 guides y seront 3 km de filin en 2 jours par la face nord. Sur 1500 mètres de dénivelé, d'un seul tenant et sans aucun pylône, le deuxième tronçon permet de relier le plan de l'Aiguille au sommet, truffé de galeries. Monter le câble au sommet de l'Aiguille a été un bel exploit technique. Creuser les tunnels, les ponts, maintenant ça paraît d'une facilité déconcertante. À cette époque-là, ça a été un bel exploit technique. Là, on va se diriger vers l'ascenseur qui passe au milieu du piton central pour aller sur la terrasse sommitale. Là, il y a des tunnels. Là, il y a des tunnels, on va passer, venez voir. Hein? Oh, 140. Ouais, c'est la bonne. Oh, Magnificos. ah, mon grosse star il y a 3 jours. Voilà. Venez par là. Alors nous voilà ici au sommet de l'Aiguille, 3842 mètres. Le Mont Blanc se trouve au-dessus de nous encore, 1000 mètres au-dessus de nous, puisqu'il est à 4800, 10 mètres.
Au terme d'un voyage vertigineux, c'est l'univers de la haute montagne avec un panorama à 360 degrés. 2800 mètres plus bas, la vallée de Chamonix est, au cœur du toit de l'Europe, le paysage grandiose des sommets de 4000 mètres des Alpes suisses et italiennes. Mais attention, à cette altitude, la raréfaction de l'oxygène diminue les capacités physiques d'environ 20%. L'arête, vous allez voir, est relativement fine, mais elle passe très bien. Hein. On a des grosses cordes pour se tenir sur les côtés. Et en cordée, vous allez voir que ça pose aucun problème. On va descendre tranquillement, gentiment. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de monde sur l'arête, beaucoup de monde également sans guide. On peut considérer que c'est pas raisonnable du tout de se promener sur un glacier sans avoir de guide. Dans la Vallée Blanche, un guide va être la sécurité pour vous déplacer. En avant, allons-y. Là. Donc là, on a vraiment de la chance à Chamonix d'avoir un itinéraire de haute montagne accessible depuis un téléphérique. Et c'est parti pour 20 km de descente en majeure partie sur un glacier, la plus belle des Alpes. Au-delà de l'itinéraire classique, dont la difficulté n'excède pas le niveau d'une piste rouge, le secteur offre une multitude de hors-pistes pour les plus chevronnés. Sur ce terrain non balisé et non sécurisé, les skieurs doivent redoubler de vigilance et des équipements spécifiques de sécurité procurés par votre guide sont indispensables. Là, je vais vous demander de rester exactement dans ma trace et de bien me suivre. On arrive dans ce qu'on appelle le passage des séracs. C'est pas plus difficile, mais ça nécessite de vraiment bien rester dans ma trace. D'accord? Allez, venez par là. Ce verrou dans le glacier est un passage obligatoire et cet itinéraire en constante évolution. De décembre au mois de mai, les conditions peuvent changer radicalement. Après avoir franchi le passage le plus technique de la descente, une traversée permet de rejoindre un refuge. Une pause s'impose à 2450 mètres d'altitude. Allez, on va se mettre là au soleil contre le mur. On va être très bien. Gilbert, salut. Gilbert, gardien du requin, hein, puisque nous voilà au refuge du requin. Marc, Christophe, Anaïs. Super, super condition, un peu de vent, mais la neige est encore excellente, parfait. On a une vue fantastique sur les séracs du Géant. On voit qu'il n'est pas possible de les franchir par le milieu, hein, c'est bien trop tourmenté. Nous sommes dans une zone où on peut dire que le guide joue pleinement son rôle, hein, à la fois au niveau de la recherche de l'itinéraire, au niveau de la sécurisation, etc. Le métier de guide, pour moi, est partager une passion avec, au départ, bien entendu, des clients. Clients qui souvent deviennent ensuite des amis. La compagnie des guides de Chamonix a été créée en 1821 et on peut dire que c'est la plus ancienne compagnie en France, voire la plus ancienne compagnie de guides au monde, qui a été donc un premier regroupement des guides travaillant sur la vallée de Chamonix, au départ uniquement originaire de Chamonix, qui s'est maintenant ouverte à l'ensemble des guides, on peut dire, puisque en font partie maintenant des guides qui viennent d'un peu partout. Olivier n'est pas natif de la vallée, mais il a été intégré dans la tradition chamoniarde de la compagnie des guides. D'autres l'ont précédé, des grands noms de la montagne, de Roger Frison-Roche à Rebuffat, Lionel Terré, Christophe Profit et même une femme du pays, Sylviane Tavernier. Un dernier coup d'œil au soleil sur la dent du Géant, le Mont Malais, hein. Face nord des Grands Charmoz, l'Aiguille de la République et les Cornes de Chamois.
Eh ben, nous voilà presque au terme de notre vallée blanche. Hein. Il va nous rester à descendre le petit chemin des motets, un petit chemin forestier sympathique. Hein. Prenez garde à rester sur le chemin, on descend gentiment. Et comme on en a parlé tout à l'heure, hein, n'hésitez pas à rejoindre mon camarade Stéphane pour un petit coup de raquette en forêt. Hein. C'est également une ambiance très sympathique. Ce matin, en bas de la vallée, ambiance Grand Nord garantie dans les forêts des sources de l'Aveyron avec Stéphane. La raquette, une activité pour les plus contemplatifs et les moins téméraires. Il y a quelques années, les accompagnateurs ont remis au goût du jour la promenade en raquette en sortant des greniers les vieilles raquettes des grands-parents. La raquette est vraiment l'activité accessible à tout le monde, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec l'évolution du matériel, on peut aller se promener avec des raquettes très très faciles à mettre au pied, très légères, on ne les sent plus. Donc tout est bénéfique, on peut se promener vraiment sans problème. Là, il y a une trace de cerf, si vous regardez bien. On la reconnaît facilement parce que d'abord c'est un animal qui est lourd, donc il s'enfonce beaucoup dans la neige. Guider ses promeneurs dans des espaces sauvages, c'est le métier de Stéphane Berger. Il a lâché ses études d'architecte et sa planche à dessin pour une vie en pleine nature. Il est accompagnateur en moyenne montagne. Cette activité offre un encadrement à des personnes attirées non pas par le ski, mais par la féerie de l'hiver. Alors que Stéphane et son groupe terminent en beauté leur sortie en raquette, sur le domaine des planards proches du centre-ville, les enfants suivent leur moniteur de ski. 2 téléskis et un télésiège offrent à tous le moyen de goûter pour la première fois aux joies de la glisse. Au planard, grâce à l'exposition au nord et à des canons à neige, l'enneigement est toujours suffisant, même tard dans la saison. En cette fin de journée, les nuages recouvrent peu à peu les sommets, le vent d'ouest commence à souffler. Pour tous, c'est de toute façon le moment de rejoindre la vallée. Afin de prévoir le programme du lendemain, une visite s'impose au centre de Chamonix, à la Maison de la Montagne. Unique en France, l'OHM, l'Office de haute montagne, informe les visiteurs sur les conditions en altitude. L'Office dispose d'un météosite. Anne est là pour tout vous expliquer. Voilà. Ok. Mossad. En fait, on a une perturbation qui arrive, là, on le voit sur l'image satellite. Mon rôle, c'est bien d'informer les gens sur les activités de montagne et plus particulièrement les dangers liés aux activités l'hiver. La première chose qui intéresse les gens, c'est la météo qui va faire. Avant de s'occuper de est-ce qu'il y a des risques, les gens ils disent oui, mais alors quel temps il va faire demain? Et ben c'est là qu'on prend ces ordinateurs, qu'on les met sur images satellites, et puis ces images satellites elles nous permettent de comprendre un peu les situations. Moi, je reçois le bulletin, puis après, j'interprète un petit peu en fonction de ce qui se passe sur l'écran. Et là, on voit bien l'anticyclone des Açores qui nous a protégés, puis l'anticyclone de Sibérie qui est plus loin, quoi. Au niveau de la prévision, au niveau de la neige, Météo France établit un bulletin de neige et avalanche chaque jour. Et c'est ce qui permet aux gens qui vont hors piste de se faire une petite idée, quoi. Mais bon, le bulletin lui-même ne suffit pas, il faut une sacrée expérience derrière, quoi. C'est pour ça que c'est toujours mieux de sortir avec un guide quand on ne connaît pas grand-chose à la neige. De plus en plus dans les bulletins neige et avalanche, les prévisionnistes avertissent non pas que les randonneurs skieurs, mais aussi les randonneurs raquetteurs. Et il y a de plus en plus de prévention qui est faite autour de cette population qui avance balader plutôt en forêt, sur des petits plateaux, et qui maintenant commence un petit peu à monter à droite, à gauche, et qui est tout autant exposé au risque d'avalanche que les randonneurs à skier. D'après Météo France, d'après les météorologues, ils annoncent un temps perturbé pour les jours à venir, enfin même cette nuit, à partir de cette nuit ou demain matin. Hein. On a un courant perturbé qui va venir sur nous. Et puis après, la neige, petit à petit, va redescendre dans la vallée. Effectivement, les prévisions météorologiques se révèlent exactes et les premiers flocons font leur apparition. Avant de penser au ski, priorité aux axes de circulation, principalement dans le haut de la vallée. C'est à Argentière et autour que les chutes de neige sont les plus fortes. Cette fois-ci, les précipitations s'installent durablement.
Guy fait partie de ces déneigeurs qui, durant 4 mois d'hiver, jouent un rôle essentiel afin de dégager le réseau routier. Ok, on attaque la route du Tour. Comme ça, on fera 2 passes. L'Aloé va être content. C'est une passion avant tout. Hein. Mon père faisait déjà ça, mon gamin est là-dedans aussi. Moi j'ai attaqué, je te dis, en l'hiver 77-78, pendant les grosses avalanches. J'ai été vite fraudé. J'ai tout le temps fait ça. Je commence souvent vers les 3 heures, et je file en haut tour, première passe, voir ce que ça donne. Ça fait 30 machines qui doivent tourner au bout. À l'aise. En parlant du petit bulle, du petit bobcat jusqu'au bulle de 20-30 tonnes, comme on va les croiser là en haut. Ça fait déjà un moment qu'on est toutes les nuits dehors, ça fait bientôt une semaine. Et là, la plus grosse, elle est aujourd'hui. Hier, ça n'a pas arrêté. Ça en a bien fait 50-60, je pense, quand même. Là, ça devient craignos, ce coup-ci. Les gens, ils oubliaient un peu ce que c'était la neige des moments. Hein. Mais ça peut durer pendant tout le mois. La fraise à neige prend le relais. Travail délicat dans les rues étroites des hameaux des Frasserans et de Montroc. Pour faire face à cette chute de neige exceptionnelle, plusieurs équipes vont ainsi se succéder toute la nuit, car le haut de la vallée peut être rapidement paralysé. Tout doit être dégagé pour permettre le lendemain à la vallée de Chamonix de reprendre sa vie quotidienne et ses activités touristiques. Deux jours plus tard, magie du microclimat chamonniard, le grand beau temps est de retour. Le domaine des Grands Montées est chargé de neige. Sécuriser ces espaces, c'est le métier de Bernard Fouché et de son équipe de pisteurs. Ce matin, ils sont sur le pied de guerre. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de vent durant la nuit. Et ce matin, Pascal va distribuer le travail à faire sur les pistes, notamment au point de vue, parce que la hauteur de neige était d'environ, à certains endroits, 1 mètre. Bon, alors on laisse à 3 aujourd'hui? On laisse à 3. Donc risque 3 pour aujourd'hui. Parce qu'il faut les relever. Enfant du pays, Pascal Cros incarne le professionnalisme et l'esprit des pisteurs des Grands Montées. Il en connaît les moindres recoins, combes et crevasses. En 10 minutes, tous se retrouvent à 3200 mètres d'altitude. On est une dizaine à monter au Grand Montais et on se répartit sur les différentes pistes au départ des Grands. C'est-à-dire il y a 4 pistes au départ des Grands, arbalisées. On se scinde en groupe de 2 par binôme, on est par binôme. Et on fait le balisage de toutes les pistes. Bon, tu vois, comme ce matin, on a fait les escaliers, un petit coup des escaliers. Après, on passe à l'arrimée. L'arrimée, c'est elle est ouverte comme un coup de pelle, dans la bouche. C'est la beauté du site, c'est la haute montagne, c'est un secteur glaciaire. Bon, c'est tout ce qui fait que le travail ici est pour moi différent. J'en changerais pour rien au monde. Moi, je me plais à dire que de faire sa passion, son métier, c'est fabuleux, quoi. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est un peu magique, c'est un peu un rêve de travailler ici, quoi. Sur ce domaine, qui dessert un espace hors-piste unique au monde, les pisteurs sont bien plus que de simples auxiliaires du peloton de gendarmerie de haute montagne. Leur champ d'intervention balaie tous les secteurs à proximité des pistes qui peuvent être atteints depuis le sommet des différentes remontées mécaniques. Aujourd'hui, les pisteurs effectuent un exercice de sauvetage en crevasse. On arrive à 2 sur une crevasse, on a 2 sacs. Il y a un des secouristes qui va s'occuper de rentrer en contact avec le gars qui est dans la crevasse. Dans un premier temps, il va sonder toute la zone. Une fois qu'il a sondé la zone, il pourra travailler à pied sans risquer de tomber dans un autre trou dans le coin. Il va planter assez rapidement un pieu, se servir d'un bout de corde pour aller à proximité de la crevasse. C'est bon, il répond.
Alors là, on installe le treuil. C'est donc l'appareil qui va servir à sortir la victime de la crevasse et remonter également le secouriste. Je vais vous lancer une sangle, vous la passez autour des épaules. J'arrive. Ça va, monsieur? Ça va être bon. Je vais vous aider. Il n'y a plus qu'à attendre l'hélico. Au Grand Monté, les pisteurs doivent être toujours prêts à faire face aux interventions les plus délicates. Car dès l'ouverture du domaine, des dizaines de skieurs de tout poil se lancent à l'assaut de la neige poudreuse, parfois sans connaître les dangers du terrain. Comme pour la Vallée Blanche, pour jouir pleinement des itinéraires hors piste, être accompagné d'un guide moniteur est ici vivement conseillé. « 10 h du matin, première alerte. » Hubert, je t'écoute. Ouais, tu me rejoins là, on a un petit souci, tu me rejoins. Les pisteurs de la vallée sont habitués à travailler en étroite collaboration avec Pascal Brun et son hélicoptère. Le secteur des Grands Montées et du glacier d'Argentière est l'un des plus fréquentés par les skieurs de toute nationalité et les jours de beau temps, les interventions de secours sont proportionnelles à cette affluence. Immédiatement prise en charge par les services d'urgence de Chamonix. Mais pour Pascal, les jours de beau temps, la ronde infernale se poursuit. Julie est parti voir, il y a blessé au col, ça serait un genou. Donc on va voir si la personne remonte pas les escaliers ou... La plus belle utilisation de l'hélicoptère reste celle du secours. À ce titre, nous avons le privilège et la chance de participer de temps en temps à la demande du secours en montagne à Chamonix, à des interventions qui sont rarement faciles. Natif de Chamonix, j'ai la chance d'évoluer depuis de nombreuses années dans ce massif du Mont Blanc. Aujourd'hui, j'allais dire malgré les 12 000 heures de vol et quelques à mon actif, je prends toujours autant de plaisir à évoluer dans ce massif. C'est évident que le métier que je fais est un métier passion. Pascal connaît les moindres recoins du massif du Mont Blanc et sait déjouer les pièges de l'aérologie. En hiver, il a un contrat avec la commune de Chamonix afin d'assurer les secours sur les pistes. Travaux d'aménagement en altitude, tournage de films variés, ravitaillement des refuges ou vols touristiques sont les autres volets de son activité. Grâce à Pascal, retour au Grand Monté. À proximité du village d'Argentière, à 7 km en amont de Chamonix, au cœur du massif du Mont Blanc, sous l'aiguille verte et les drues. La renommée internationale de ce domaine est due à l'étendue et à la variété de ses itinéraires répartis sur 3 versants. Le glacier d'Argentière, l'Ognan et la Pendant. Depuis de nombreuses années, des skieurs passionnés de glisse et de haute montagne de toutes les nationalités se donnent rendez-vous au Grand Monté. Roland Créton, natif de la vallée et guide de haute montagne, trace ici les plus belles courbes. Elle est belle, tu vois, on vient de la descendre à ski, hein. Même là elle est un peu dure, mais c'est quand même un très bel endroit. Hein. Et puis là c'est une belle neige soufflée et tout, qui n'est pas dangereuse.
puis comme tout le coin des Grands Montets est magnifique, hein. Tu connais aussi bien que moi le glacier, tu vois derrière, il y a partout des possibilités incroyables. Moi qui ai quand même travaillé une dizaine d'années aux pistes, déjà je peux en parler en tant que pisteur. À ce niveau-là, c'est l'un des plus beaux domaines qui existent, au niveau de la qualité du ski, d'une part par le dénivelé, le cadre, la pente, tout ce qu'on veut, et puis la qualité de la neige. Là on est fin février, la neige est toujours aussi bonne, quoi. On fait encore un joli coup de ski et on va à mon atelier à Argentières. Et on se retrouve là-bas. Suivons Roland, qui termine avec une technique impeccable ses 2000 mètres de descente jusqu'à la vallée. Aujourd'hui, son activité principale, c'est l'artisanat. Le lieu de travail, il n'est pas difficile à décrire, hein. Regarde ce qu'il y a autour, hein. Je veux dire, c'est un des plus beaux endroits qu'il y ait. Alors. Et surtout là, à Argentières, derrière l'église, là, c'est pour moi le plus bel endroit d'Argentières, hein. Et maintenant, ça fait partie de ma vie pour les 3/4 de l'année, quoi, puisque j'en travaille et j'en vis, quoi. Puisque le guide, ça reste un tout petit bout de l'année, quoi. La vasque est en arole, c'est-à-dire en pin sambro. Et le bois a quand même une petite histoire. C'est des bois que j'avais trouvés en allant me balader. Et puis c'est des arbres qui étaient secs sur pied, donc qui étaient morts. Et à ce moment-là, tu peux les acheter. Parce que si tu veux l'arole, quand il est sain et vert, c'est des bois protégés, donc tu ne peux pas les avoir. Tous les objets qui sont devant vous sont des objets qui sont taillés dans les branches. Là, par exemple, cet oiseau-là, c'est de l'if. Celui-ci, c'est du noyer. La statuette qui est là, c'est du poirier, il y a du pommier. Du prunier également, les oiseaux sont en prunier, la statue derrière est en pommier. Début de ma sculpture, il est là. Ça, c'est l'une des premières que j'ai faites. C'était un fusil que j'avais refait, que j'avais acheté, un vieux fusil à chien, qui fonctionne très bien puisque j'ai chassé avec. J'avais racheté un morceau de noyer, j'avais refait la crosse. Ça, c'est le départ de c'est vraiment le départ de ma sculpture, quoi. Ça, c'était une ronce de noyer sculptée avec un grand tétras. C'était un écritoire. Ça, j'en avais fait quelques-uns également. C'est l'époque de la chasse. Ça, c'était une bonne vingtaine d'années de vie de chasseur. Puis après, ça, c'est un truc que j'ai complètement arrêté maintenant. Ça, c'est quelques trophées de chamois. On a de la chance que les matinées et les nuits soient fraîches, surtout. On peut aller faire l'école de glace en face, en dessus de la crèmerie, là, juste face à nous. Là, on voit depuis ici les cascades. Là. Il y a des écoles de glace qui se font, et il y a plein de choses, hein, c'est magnifique. Hein. L'alpinisme hivernal n'est pas réservé qu'à une élite. À 20 minutes d'Argentières, un terrain idéal et facilement accessible permet au guide Mars Héroï d'initier ses clients à l'escalade sur des cascades de glace. Donc là, tu vois, on va grimper juste à gauche là, des 4 personnes. On va faire une petite moulinette, c'est-à-dire la corde en haut, moi en bas. Comme ça, je vais bien pouvoir vous conseiller pour les positions des piolettes ou des crampons. Et puis, une fois que ça ira bien, que vous aurez bien ça, on va faire plusieurs longueurs pour monter jusqu'au sommet du Mont Blanc. L'intérêt, c'est de bien acquérir la technique pour pouvoir aller plus loin et plus haut en montagne. C'est de s'entraîner en fait. Comme on fait de la falaise ou du mur d'escalade pour le rocher, on fait de la cascade de glace sur glacier ou sur torrent gelé pour tout ce qui est technique glaciaire. Donc pour la cascade de glace, ce matériel minimum, c'est une bonne paire de chaussures déjà, c'est-à-dire chaussures de haute montagne semelle armée, une bonne paire de crampons, des pointes avant, plutôt affûtées puisque la glace va être assez dure, casque indispensable à cause des projections quand on plante les piolets, un piolet pour chaque main, un piolet technique, donc les lames inversées par rapport à la pioche habituelle, et puis un baudrier pour s'attacher avec la corde. Puis après, le leader a besoin de broche à glace pour pouvoir mettre les assurances, d'anneaux de sangle, de mousquetons. En poussant sur tes pieds et pas en tirant avec tes bras. On est au premier lait, ils vont vraiment bien, la glace est excellente aujourd'hui, c'est-à-dire elle n'est pas trop froide, pas trop dure, pas trop cassante.
Ils se débrouillent très bien, ils n'ont pas d'appréhension particulière, donc on va continuer en plusieurs longueurs jusqu'au sommet de la cascade. On va progresser avec un mur un petit peu plus long et un petit peu plus raide plus loin. Super! Toute personne en forme qui a envie de découvrir une nouvelle activité sportive quand même peut venir la faire. C'est pas du tout une question de sensations fortes, de trompe-la-mort et de choses comme ça. Faut la faire, on s'adapte après aux gens. Il y a des gens qui vont progresser très vite parce qu'ils sont dans leur élément, comme on dit. Et quelques sorties vont vite être dans du raid. Par contre là, il faut quand même, je dirais quand même plusieurs saisons de pratique de glace, plusieurs années de pratique de glace avant d'être, on va dire, un expert. Un peu éprouvant, surtout pour la deuxième grimpette qu'on a fait. Mais non, sympa, c'est vraiment une découverte et vraiment je suis pas déçu. Sur ces murs gelés, si la joie d'acquérir une bonne technique et d'admirer l'aisance de leur guide rayonne sur le visage de ces candidats aux émotions fortes, en revanche, en bas dans la vallée, pour les plus jeunes, une course de ski de fond est organisée. Clin d'œil à la grande course hivernale, la Vasalopette, la mini-Vasa, organisée par Roland Ravanel, met en action les scolaires des pays du Mont-Blanc. 5, 4, 3, 2, 1, top! Tous ces enfants de Chamonix sont motivés par la course et soutenus par le regard attentif de leurs instituteurs et bien entendu de leurs parents. En forêt, le long des moraines, près des torrents, les parcours de ski de fond de la vallée ont forgé bien des vocations. Malgré sa réputation, Chamonix se doit d'avoir une stratégie événementielle tous azimuts. Rajeunir son image est une nécessité. Ce soir, une compétition de Big Air se déroule sous les feux des projecteurs au Planard. Entre modernité et tradition, la capitale de la glisse sous toutes ses formes possède une solide culture nordique. Le guide moniteur de ski Roger Ravanel est le maître d'œuvre des rondes nocturnes. Dans la vallée de Chamonix, il y a toujours eu des skis de fond. Il y a un circuit à Chamonix qui est très beau, un circuit à Argentière et un circuit à Valoxine. Depuis une quinzaine d'années, donc, on n'avait pas fait de rondes nocturnes en ville, ici même à Chamonix. Et quand on voit l'engouement qu'il y a, c'est extraordinaire. Il faut savoir que les rondes nocturnes, la première a été créée en 1967. Je ne vais pas me mettre en avant, mais c'est moi qui l'ai faite à Argentière. Il y avait les équipes de France, c'était juste avant les Jeux de 68. Et que ces rondes nocturnes, c'est un peu le poumon du ski de fond, parce qu'on voit tous les parents, on voit tout le monde. Donc nous aurons ce soir messieurs Alexandre Rousselet et Emmanuel Jaunier, tous les deux du Jura, tous les deux à l'école militaire de haute montagne de Chamonix. Cet hiver, grâce au bon enneigement au centre-ville, cette compétition originale participe à l'animation de la station. Au bord de la piste aménagée dans les rues où des tonnes de neige sont amassées, l'ambiance vin chaud et raclette est garantie. Quatrième position pour Chamonix.
5e position, le Villars-sous-Boëge. Et les Ouches maintenant qui reviennent sur Villars. En relais, sous les encouragements d'une foule galvanisée, les skieurs de fond enchaînent les boucles de 5 à 8 km au cours de 5 courses successives. On a eu la chance ce soir d'avoir à Chamonix Emmanuel Jonnier et Alexandre Rousselet. Et merci à eux, et je dirais qu'ils nous ont vraiment fait un énorme spectacle. Depuis les premiers Jeux Olympiques en 1924, Chamonix possède l'image des sports d'hiver traditionnels. Mais aujourd'hui, pour une tribu de skieurs venus de tous horizons, la marque de fabrique de la vallée en hiver, c'est le freeride. Une forme de ski hors limite pratiquée en toute liberté par des fous de la glisse à la recherche de sensations fortes dans les pentes les plus audacieuses. Appellation extrême du ski hors-piste, le freeride compte de nombreux adeptes professionnels. Grâce à des années d'expérience, le guide moniteur Stéphane Dan en est un de ses plus fervents ambassadeurs. Il n'hésite pas à monter à pied pour trouver et tracer la pente de ses rêves. Le freeride, c'est le ski libre en fait, qui nécessite la connaissance de la neige, puis de soi-même. Aujourd'hui, il y a des marques qui nous aident, qui utilisent notre image pour communiquer sur les produits, pour faire évoluer le matériel, comme les skis par exemple. Équipé de skis plus larges au talon et en spatule, Stéphane, inconditionnel de ce ski acrobatique, sait détecter les sauts et les corniches. Il maîtrise parfaitement sa descente. Cet hiver, il participe à l'organisation de l'épreuve chamoniarde de cette nouvelle discipline. Des montagnes de l'Alaska à celles des Alpes, le freeride a ses compétitions et la vallée de Chamonix, grâce à sa réputation, est un des hauts lieux incontournables. Depuis 5 ans, cet événement se dispute sur le domaine du Brévent. Aujourd'hui, Stéphane Dan et son équipe, en collaboration avec l'hélicoptère de Pascal Brun, assurent la sécurité. Les 50 plus fines spatules de la planète glisse viennent faire hurler la neige sur des pentes à 45 degrés d'inclinaison, parsemées de barres rocheuses et sur une dénivellation de 600 mètres. Pas de chrono, pas de porte, aucun itinéraire imposé, sauf la ligne d'arrivée. Les compétiteurs sont départagés par un jury qui attribue des points selon le choix de ligne de pente, la technique et la prise de risque. Cette année, les vainqueurs se partageront une somme de 15 000 €. Stéphane Dan est satisfait du bon déroulement de cette 5e édition. Pour lui, la sécurité prime avant tout et les prouesses des participants ne doivent pas faire oublier qu'ils sont avant tout des sportifs de haut niveau. On a eu un peu au début une image de ces compètes un peu peut-être trop extrêmes, avec des gros sauts, un peu casse-cou, des cascadeurs. Maintenant, ce que veulent voir les juges, c'est vraiment du beau ski, maîtrisé, contrôlé, et très fluide et très rapide. Même si les jeunes, même si tout le monde veut essayer de faire ça, ça vient pas par hasard. Il faut apprendre, il faut vraiment passer beaucoup de temps sur les skis et bien se connaître avant de se lâcher dans les pentes et de faire n'importe quoi.
Alors que Stéphane achève sa descente, nous retrouvons Lorraine sur un terrain plus adapté à ses enfants. Après toutes ces rencontres et ces activités partagées, vous vous rendez compte qu'à Chamonix l'hiver, tout est possible. Grâce à son passé et à son formidable domaine, Chamonix mérite vraiment son nom de capitale du ski. Allez les enfants, on continue, on y va! Chamonix est une station aux multiples visages. Aujourd'hui, elle doit gérer son succès pour préserver son âme et son environnement. Cette vallée est une merveille que chaque année près de 5 millions de visiteurs viennent découvrir. Sa ressource naturelle est son trésor. Dans une vie de skieur, le domaine du massif du Mont-Blanc est une étape incontournable.